Bonjour à tous, je m'appelle Yasser et je suis le cofondateur et CEO de la startup DeepOR dont je vais vous parler aujourd'hui. Et, euh, et avant cela, j'ai juste envie de vous dire que pour cette présentation, j'ai très envie que ça soit vraiment interactif et vraiment n'hésitez pas à me couper en plein milieu de la présentation pour poser des questions. Je vais peut-être dire des choses qui sont provocantes pendant la présentation. Il y a déjà des gens que ça fait sourire. Si vous avez aussi des expériences du bloc opératoire, ce serait très bien qu'on puisse les partager. Donc, pour commencer, je vais raconter mon histoire personnelle. Dans le temps, je jouais beaucoup au foot. Et c'est un sport réputé dangereux. Donc j'ai eu 2 blessures, j'allais dire dans ma carrière, mais c'est plus en jouant au foot. Et la deuxième blessure, c'était aux États-Unis, dans le Texas. Et à cette occasion, j'ai dû me faire opérer du genou. C'était le moment où j'allais faire la connaissance du bloc opératoire aux États-Unis, qui est assez différent du bloc opératoire en France, que j'ai connu aussi, et aussi à cause du foot. Donc, le vrai point que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'au moment où j'ai pris rendez-vous pour la chirurgie, on m'a demandé de revenir 2 mois plus tard pour me faire opérer, parce que le cas était jugé non urgent, alors que pour moi c'était énorme. J'avais mal, je voulais me faire opérer le plus vite possible, le cas n'était pas urgent, donc je devais attendre 2 mois. Et en fait, j'ai appris que ce n'était pas la pire des situations. Donc, en échangeant avec un ami canadien d'origine pakistanaise, il m'a parlé du système de santé et du bloc opératoire au Canada, qui apparemment est pire qu'aux États-Unis. Et lui, il a eu l'expérience d'une chirurgie de l'œil pour laquelle il devait attendre 6 mois parce que son cas était réputé ou était, on va dire, jugé non urgent. Et pour cela, il a dû attendre 6 mois. Mais il s'est fait opérer au Pakistan. Il a pu avoir un rendez-vous plus tôt et il s'est fait opérer. Et le pire dans l'histoire, c'est que s'il ne s'était pas fait opérer à ce moment-là, il aurait perdu la vue. Donc, ce type d'histoire arrive assez régulièrement, même dans les pays de l'OCDE. Et donc, j'ai commencé à me poser la question sur, on va dire, l'accès au bloc opératoire pour moi qui suis patient. Donc, et j'ai rencontré à ce moment-là, toujours dans le Texas, un ami qui faisait son doctorat sur l'optimisation des blocs opératoires. On a beaucoup échangé sur le sujet et m'a-t-il dit les blocs opératoires ne sont pas utilisés au maximum de leur capacité. Et ça m'a encore plus choqué. Alors, ici, c'est le bloc opératoire, vraiment juste une image pour vous plonger dedans. Un bloc opératoire qui date du début du XXe siècle et un bloc opératoire qui date d'aujourd'hui. Il y a une énorme différence. On voit très bien que c'est une installation qui est de plus en plus intelligente, qui est de plus en plus chère, et on comprend le besoin de vouloir l'optimiser. Mais en même temps, je me disais, mais quelle est vraiment l'ampleur de ce problème-là? Et en fait, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que le bloc opératoire qui représente quasiment la moitié des coûts d'un hôpital est non utilisé pendant 30% du temps. C'est-à-dire que si on prend une journée typique de 10 heures, qu'en moyenne sur l'année, on se rend compte que pendant 3 heures dans la journée, le bloc opératoire a été pas utilisé. Et donc, on a cette situation-là, et en face, le patient, donc moi en l'occurrence, ou quelqu'un d'autre, ne peut pas avoir accès avant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc on s'est penché sur la question et on a essayé de voir comment on pouvait résoudre ce problème. Donc
on a commencé à poser les questions dans les blocs opératoires aux hôpitaux américains, canadiens et français. Et on se disait peut-être qu'en France, le système est plus efficace parce qu'on arrive justement à avoir des rendez-vous plus tôt. Mais en discutant avec les chirurgiens et avec les chefs de clinique et d'hôpitaux, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est exactement le même type de problème. Sur une journée de 10 heures, on a 3 heures de perdu, où on peut opérer un patient de plus, voire 2 patients en plus. Donc, pourquoi en fait il y a ce problème? Je ne sais pas si dans la salle vous avez déjà fait l'expérience du bloc opératoire et de l'attente qu'il y a quand on est patient avant de se faire opérer, non pas seulement entre le rendez-vous et la chirurgie, mais aussi le jour même de la chirurgie. Et donc on a assisté à un certain nombre, une quinzaine de chirurgies pour voir vraiment le parcours du patient à l'intérieur de l'hôpital. Donc tout à l'heure, on a parlé du parcours de patient un petit peu sur l'ensemble de sa vie. Ici, on s'intéresse vraiment à l'itinéraire du patient à l'intérieur de l'établissement de santé. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que si on prend l'exemple de la chirurgie ambulatoire, le patient va arriver le jour même ou la veille. Il va attendre dans une salle, il va peut-être se faire opérer s'il arrive la veille. Le lendemain, on va l'appeler, on va le préparer, il descend dans le bloc opératoire, il attend son tour, et ensuite, il va passer à l'intérieur de la salle, donc on l'anesthésie, on le prépare, et ensuite, on prépare le champ opératoire, et on commence la chirurgie, donc l'incision et la suture pour finir, et entre les deux, il y a un certain nombre d'étapes, avec tous les acteurs qui participent à ces étapes, donc le chirurgien, l'interne, les infirmiers. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà ça, mais c'est très bien de le rappeler, parce que la proposition de valeur, elle s'inscrit vraiment dans ce milieu-là. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, une vingtaine d'années à peu près, il est absolument obligatoire de noter à quel moment le patient est entré, à quel moment on a commencé à l'anesthésier, donc à l'endormir. C'est très important et il faut l'inscrire dans le dossier patient, qui idéalement n'est pas papier, mais qui est toujours papier. Et à quel moment la suture a lieu, à quel moment l'extraction de la tumeur, etc. etc. Est-ce qu'il y a eu 2 tumeurs, 3 tumeurs? Est-ce que ça correspond au diagnostic initial ou pas? Et donc, tous ces éléments-là doivent être inscrits quelque part. Et donc, au final, qui sont les personnes qui vont occuper ce rôle? C'est aussi les personnes qui font le travail. C'est aussi les personnes qui vont prendre soin du patient. Donc, on a l'infirmier du bloc opératoire qui doit fournir les instruments, aller chercher les radios s'il y en a besoin, aller chercher un tas de choses à l'extérieur du bloc opératoire. Et sur les 15 opérations auxquelles on a assisté, il y a eu 15 fois où l'infirmier doit sortir pour chercher des choses qu'on a oubliées ou qui se sont avérées nécessaires. Et en plus, il doit, entre guillemets, faire de l'informatique. Donc en parlant toujours avec les gens du terrain, ils font remonter cette angoisse, on va dire, ou cet inconfort par rapport à l'utilisation répétitive des outils informatiques, des applications, des logiciels. Il faut voir aussi les logiciels qui sont destinés au bloc opératoire ou à l'hôpital en général, qui ont une ergonomie absolument catastrophique en général. J'ai rarement vraiment, j'aime pas dire jamais, mais on va dire rarement vu un logiciel destiné à un établissement de santé avec une belle ergonomie, avec une interface qui soit agréable à utiliser, avec une utilisation du clavier qui soit réduite, etc. Pardon? Et qui ne bug pas, exactement. Alors, on ne parle pas du tout encore de la communication entre les différents logiciels. C'est-à-dire qu'entre le bloc opératoire qui utilise le logiciel X et le service d'anesthésie qui utilise le logiciel Y et la nécessité de saisir les mêmes informations sur le patient dans le logiciel X et dans le logiciel Y au clavier avec le risque, on va dire, de se tromper à chaque fois. Mais déjà, cette idée d'utiliser l'informatique à chaque fois pour noter les différentes étapes opératoires était un travail que le personnel médical
trouve désagréable. Donc, il ne le fait pas. C'est tout simple. Il y a des logiciels qui ont été développés soit par l'hôpital, soit par des grands éditeurs de logiciels, qui sont destinés à cliquer et donc à pointer les différentes étapes, mais en pratique, ils ne sont absolument pas utilisés. Alors qu'en pratique, l'infirmier va noter sur un bout de papier quand il a envie, où il va estimer, où il va le faire plus tard, les moments clés. Il va peut-être les saisir sur le logiciel à la fin de la journée ou à la fin de l'opération, ou peut-être oublier avec les risques d'erreurs qu'il y a aussi. Donc on a commencé à regarder un petit peu les données pour voir est-ce qu'en effet c'est significatif à l'échelle de toutes les opérations ou est-ce que ça arrive que épisodiquement. En fait, on se rend compte qu'il y a des chirurgies qui durent par exemple 24 heures, alors qu'en réalité ça a duré juste 2 heures, parce qu'on a noté le début et oublié de noter la fin, ou parce qu'on a noté l'entrée du patient, oublié de noter la fin de l'anesthésie, on a pensé que l'anesthésie ça a duré 3 heures ou 6 heures, et ça a des conséquences qui sont absolument graves dans le dossier du patient, parce que c'est le seul endroit où on va savoir ce qui s'est passé pour ce patient-là, et donc si derrière il y a eu une complication, on ne pourra revenir que à cette information-là pour pouvoir en comprendre les causes et pouvoir les traiter. Et c'est là où on a proposé cette technologie qui est la technologie de l'intelligence artificielle, mais plus particulièrement de la vision par ordinateur, pour se dire, mais vous savez quoi ? Vous avez été formé pour prendre soin du patient. Ce que vous aimez le plus, c'est prendre soin du patient. Vous avez choisi ce métier pour prendre soin du patient et vraiment pas saisir des informations dans un logiciel. Ok, prenez soin du patient et le logiciel prendra soin de lui-même. Et en fait, ce qu'il va faire, le logiciel, c'est qu'il va voir ce que vous faites et il va le noter. Donc, au moment où le patient est entré, il va juste le reconnaître et il va le noter dans la base de données directement, sans intervention. Pareil, il va reconnaître quand la fin de l'anesthésie a lieu, il va reconnaître quand le patient s'est réveillé, sorti de la salle, combien de personnes il y a dans la salle, etc. Et donc, la technologie que ça utilise, c'est de la vision par ordinateur. Donc, je vais faire une petite aparté pour parler de cette technologie. C'est exactement la même technologie qu'il y a derrière la voiture autonome. C'est la technologie qu'il y a derrière le robot Kuka, je ne sais pas si vous connaissez, qui joue au ping-pong et qui finit par perdre dans la pub contre le champion mondial de ping-pong. C'est la même technologie qui est utilisée pour la reconnaissance de montants sur un chèque qu'on utilise dans les bornes et depuis quelques années aussi dans les applications mobiles. C'est la même technologie qu'il y a derrière Amazon Go ou on va dire le supermarché sans caissier. Et c'est la même technologie qu'on utilise pour faire des choses plus sympas du type face reenactment où on peut modifier l'expression du visage de n'importe qui en modifiant sa propre expression de visage. Alors, j'ai mis ces exemples-là parce que quand on les avait présentés au départ, les gens étaient sceptiques sur la réalisabilité de la chose et sur la capacité d'un ordinateur à faire ce genre de choses. La voiture autonome, à ses débuts, c'était complètement une fantaisie, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même une réalité. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est une réalité et tout le monde l'accepte. Et pareil, alors, le supermarché sans caissier, c'est en train d'être développé, mais le prototype marche super bien. Alors, toujours en parlant d'intelligence artificielle, cette branche qui s'appelle la vision par ordinateur, donc elle s'inscrit dans une famille, on va dire, d'intelligence artificielle qui sont propres à l'analyse d'images. Donc on a le image processing qui va transformer une image pourrie en une image qui est de meilleure qualité. Typiquement, on va prendre des images du passé, on va essayer de
de les améliorer pour que ça ressemble à des choses plus agréables. On a de la vision par ordinateur qu'on fait, c'est-à-dire on va prendre une image et on va la transformer en une information. Et, très important, on n'a plus besoin de l'image derrière. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans notre proposition de valeur, parce que derrière, il y a une question de vie privée. Est-ce qu'on a envie de se faire filmer quand on se fait opérer ? Qu'est-ce qu'on va faire de l'image derrière ? Et la troisième branche ou sous-branche de cette famille, c'est le computer graphics, qui va être la transformation d'une information en une image. C'est ce qu'on va utiliser par exemple dans les jeux vidéo. Donc nous, c'est cette intelligence artificielle qui va être axée sur la vision par ordinateur. Ça utilise du deep learning, donc on entend parler du deep learning partout. C'est rien d'autre qu'un système d'apprentissage. C'est quoi un apprentissage? C'est qu'au lieu de décrire la bonne réponse à l'ordinateur, comme on faisait à l'époque, au début de l'intelligence artificielle, qu'on appelait l'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qu'on décrivait la bonne réponse, on décrivait la mauvaise réponse, et on laissait l'ordinateur choisir si c'est la bonne ou la mauvaise réponse. Aujourd'hui, on fait tous de l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire qu'on ne va pas décrire la bonne réponse et la mauvaise réponse, on va juste lancer un ensemble de bonnes et de mauvaises réponses au logiciel ou à l'ordinateur, et on va lui dire ces réponses-là sont les bonnes, ces réponses-là sont les mauvaises, sans les décrire. Et on le laisse trouver les points en commun entre les bonnes réponses, les points en commun entre les mauvaises réponses et les points de différence entre les deux familles. Et dans le futur, il pourra le faire tout seul. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait qu'on ne créait pas de l'intelligence artificielle, on l'obtenait parce qu'on donnait suffisamment de bonnes réponses et de mauvaises réponses à l'ordinateur, et plus on lui donne, plus il pourra être capable de trouver si la réponse est bonne ou pas. Alors on crée quand même de l'intelligence artificielle, mais ça arrive pas tous les jours, ça arrive une fois tous les 10 ans où on a vraiment une amélioration notable ou une rupture au niveau de l'algorithme, comme ça a été le cas dans la création des réseaux de neurones convolutionnels à la fin des années 90. C'est Yann Lequin qui est connu pour cette, on va dire, cette avancée en recherche, qui est français, qui est aujourd'hui à la tête du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, basé à Paris. Ça a été aussi le cas quand on est passé des processeurs, donc des CPU aux GPU, aux processeurs graphiques. Ça, c'est vraiment de l'avancée, de la rupture au niveau de l'algorithme, et non pas seulement de l'apprentissage, et non pas uniquement parce qu'on a donné beaucoup de données. Mais la plupart des startups qui font, et des laboratoires, on va dire, qui font de la recherche en intelligence artificielle, s'ils sont sérieux, c'est parce qu'ils ont une masse de données qui est suffisamment significative pour se différencier par rapport aux autres. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la force, par exemple, d'un Google face à n'importe quel autre industriel ou startup. Alors, je vais vous parler un petit peu du coup de comment on utilise l'intelligence artificielle, nous, dans notre cas particulier. On filme la chirurgie. Et j'ai très envie d'avoir votre sentiment par rapport à cet élément-là, un peu plus tard. Donc, on va filmer la chirurgie, on va filmer non pas seulement, on va dire, des ombres, on va vraiment filmer les personnes en train de faire leur travail. C'est un sujet assez sensible. On va filmer les patients aussi. Alors, pourquoi on est parti sur cette technologie-là? Tout simplement parce que, comme la réflexion a été initiée aux États-Unis et que dans ce pays, il y a un très grand nombre d'hôpitaux réputés qui ont équipé leur bloc opératoire de ce type de caméra, on s'est dit, le capteur est existant, pourquoi se casser la tête à aller chercher un autre capteur? Donc le capteur est existant, les caméras sont existantes, on va exploiter ce qui existe. Donc on est parti de là. Ensuite, on va faire de la détection de personnes, on va projeter sur le sol, on va créer un modèle
donc un modèle d'apprentissage où on connaît les bonnes et les mauvaises réponses. Dans notre cas, c'est quoi les bonnes et les mauvaises réponses? C'est de la classification d'étapes. Typiquement, on va dire cet ensemble d'images correspond à l'étape numéro 1, par exemple à l'induction de l'anesthésion. Cette étape ou cet ensemble d'images correspond à l'étape 2, à la mise en place par exemple du champ opératoire, étape 3, étape 4, etc., 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 etc. Et quand on va le déployer, à chaque fois qu'il reçoit une image, il pourra dire si ça appartient à l'étape 1, à l'étape 2 ou à l'étape 3. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir automatiquement suivre toutes les étapes opératoires avec donc le bon timing. Et surtout, on peut faire de la prédiction de la disponibilité de la salle. Et c'est ça vraiment la vraie valeur ajoutée. La prédiction de la disponibilité de la salle, en gros, c'est dire dans 20 minutes, la salle va être libre. Et donc, j'appelle tous les maillons de la chaîne pour faire parvenir le patient au bon moment pour ne pas le faire attendre et aussi pour ne pas laisser cette salle vide trop longtemps, ce qui était le problème initial qu'on voulait résoudre. Donc on peut faire de l'analyse prédictive qui est aujourd'hui absolument impossible, y compris sur le long terme. C'est-à-dire que quand je veux faire de la planification de chirurgie, de la planification d'opération, je suis obligé de demander à chaque fois l'estimation aux chirurgiens, aux régulateurs de flux de patients, un certain nombre d'acteurs pour dire est-ce que je prévois 2 heures, est-ce que je prévois 3 heures, est-ce que je prévois 1h30, est-ce que je prends de la marge ou pas. Et en fait, c'est cette marge-là qui va finir par constituer les 30% de temps perdu. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ce qui est marrant, c'est qu'au départ, on a proposé donc la technologie pour résoudre le problème et beaucoup de gens étaient sceptiques, y compris des gens de la santé, des chirurgiens, en disant à chaque fois, la proposition de valeur est excellente, très bien, on a envie d'automatiser, on a envie de se focaliser sur le soin du patient, on peut même utiliser ça dans des usages beaucoup plus évolués. Donc on est en train d'explorer la piste de suivi d'étapes opératoires, mais en utilisant la caméra de champ opératoire. Donc, typiquement, on va reconnaître exactement le nombre de tumeurs qui ont été extraites, à quel moment on a fait telle ou telle incision, à quel moment on a fait telle ou telle suture, mais de manière vraiment très, très exacte. Et on peut générer un rapport de chirurgie de manière automatique. Ce qui aujourd'hui est absolument impossible, et il est également impossible d'inscrire en fait toutes ces informations dans un quelconque dossier patient, parce que déjà demander à l'infirmier de dire à quel moment le patient est entré, à quel moment le patient est sorti, je trouve déjà que c'est beaucoup, mais lui demander de suivre les étapes opératoires encore de manière plus détaillée, ça sort vraiment du champ du possible. Alors qu'avec une intelligence artificielle couplée à un capteur, ici une caméra, c'est carrément possible. Donc, face à, on va dire, au doute que la technologie avait tendance à générer au début, on a trouvé quand même 2 chirurgiens qu'on a convaincus de nous donner 1 semaine de vidéo pour qu'on puisse bosser dessus. Et donc on est revenu après ces 2 semaines de l'un et l'autre avec des résultats qui les ont bluffés. Donc on a réussi à interpréter les images avec un taux de 97%, ce qui est vraiment très bien dans le domaine de la vision. Et qu'est-ce qu'on interprète? En fait, on dit le patient est entré, le patient est sorti, le patient, enfin, telle étape est finie, avec une très très bonne précision qui remplace, on va dire, cette partie du travail de l'infirmier et qui, du coup, génère, on va dire, beaucoup plus de temps et d'attention accordée au patient.
Alors qu'au départ, la technologie, les gens étaient un peu, on va dire, sceptiques. Donc là, la prochaine étape, c'est celle qui va commencer lundi prochain avec une expérimentation in vivo à grande échelle qu'on va mener avec l'Institut Curie sur 3 mois, où on va déployer vraiment le système sur un ensemble de blocs et on va prouver, cette fois vraiment dans l'univers réel du bloc opératoire, qu'on est capable d'automatiser et de prédire la disponibilité des salles et d'appeler les brancardiers au bon moment et d'appeler le prochain patient au bon moment et de ne pas faire attendre les patients trop longtemps avant leur chirurgie et d'informer l'aval, c'est-à-dire la salle de réveil pour libérer les lits pour accueillir le patient qui va bientôt sortir de la salle d'opération. Donc il y a tout un tas de possibilités qui est maintenant disponible, justement parce qu'on a automatisé cette saisie d'informations. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, je sais que vous en avez aussi pour moi, mais j'ai envie de vous poser une question qui me semble importante, c'est si jamais, mais je ne vous le souhaite absolument pas, mais si vous veniez à être opéré, est-ce que vous accepteriez d'être filmé pendant votre chirurgie? On va dire, pour faire simple, qui n'accepterait pas, ou qui accepterait, je ne sais pas quel est le plus simple, mais qui n'accepterait pas d'être filmé pendant la chirurgie pour répondre à ce type de besoin? Ça dépend quelle chirurgie. Alors, ce qui va se passer en général, le patient, une fois que le champ opératoire est mis en place, on ne le voit absolument pas. Alors, on ne va pas voir qui est le patient pendant que l'opération a lieu. D'accord ? Mais par contre, on pourra avoir cette identité, on va dire, du patient au moment où il se fait, où il est préparé, et à la fin de la chirurgie, on enlève le champ opératoire. Mais ce que j'ai dit, peut-être un peu rapidement, mais j'insiste dessus, c'est que les images sont systématiquement détruites à la fin du traitement. Et la fin du traitement, c'est la même milliseconde où l'image a été capturée. Alors, pour nous, on se disait que c'était complètement normal d'accepter ce genre de choses parce que l'image, parce qu'il y a l'assurance technique, légale, que l'image est détruite derrière. Mais je pose quand même la question pour savoir si psychologiquement et culturellement, c'est quelque chose qui peut être accepté. J'ai des questions, vous parlez des patients, mais le corps médical, qu'est-ce qu'il en pense? Premier aspect, est-ce qu'il est prévu à se faire filmer? Toujours dans le cas d'assurance. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'assure que votre image est détruite à la fin? Quelles sont les procédures qui assurent qu'il n'y a pas de souci à la fin en disant que l'image est effectivement détruite? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai. Alors, je réponds à la première partie. Est-ce que le corps médical est d'accord? Ce n'est pas du tout une question facile en France. Ça l'est un petit peu plus aux États-Unis, parce que la caméra elle a aussi d'autres fonctions. Au départ, elle a été installée pour des fins d'assurance, pour des fins de protection, non seulement du patient, mais aussi du corps médical, en cas d'erreur, etc. Donc la culture des procès est très connue aux États-Unis. Maintenant, en France, au début, c'était difficile, c'est vrai, mais on s'est assis autour d'une table avec le corps médical, avec les assistants, les infirmiers, les anesthésistes, les brancardiers, les syndicats. Et à chaque fois, on a réussi quand même à les convaincre de l'intérêt de la chose et qu'il n'y a absolument pas de flicage derrière. En fait, c'est vraiment l'élément bloquant. Est-ce qu'il y a une assurance? En fait, la première question, elle rejoint directement la deuxième. C'est-à-dire, si j'arrive à avoir une assurance comme quoi les images vont être détruites, à ce moment-là, je n'ai pas de souci. Parce que la proposition de valeur derrière est intéressante. Parce que ça nous enlève
un certain nombre de tâches qu'on n'a pas envie de faire. Et parce que ça nous libère du temps pour qu'on puisse se concentrer sur le soin du patient. Maintenant, on ne fait pas du cloud. C'est-à-dire que de toutes les manières, les images ne sortent jamais de l'hôpital. Alors, il y a encore des startups qui ne font pas de cloud ou qui font le choix de ne pas faire de cloud. Et le serveur de calcul va être installé à l'intérieur de l'hôpital. Donc, il n'y a même pas ce risque de piratage. On n'utilise pas Wi-Fi non plus. C'est que du filaire partout. Alors, la raison principale au début, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans les blocs opératoires. Mais la raison de la sécurité de l'information est primordiale. Et aujourd'hui, on peut faire tout avec le filaire. On a toujours fait avec du filaire et on peut très bien fonctionner avec. Et le fait que les images ne sortent pas de l'hôpital, c'est déjà un gage de sécurité. Après, l'autre gage qui est important, c'est quelle capacité de stockage on peut mettre. On en met 0. Ça veut juste dire que ces images-là ne peuvent pas être stockées dans ce même serveur. Alors, le serveur n'est pas connecté ailleurs, il comporte une capacité de stockage 0. Difficile de stocker quand même ces images-là. Difficile de les envoyer ailleurs. Donc c'est vraiment cet aspect technique qu'on met en avant. Et derrière, il y a aussi l'aspect juridique. On a beaucoup parlé avec la CNIL, qui a compris l'intérêt de la chose et qui a approuvé cet usage-là. Donc, quand on prend vraiment l'ensemble des pièces de l'échiquier, ça converge. Juste une question. Comment vous identifiez le patient? Par la lecture de son code barre? Il n'y a même pas besoin. On n'a pas besoin d'identifier le patient. Ici, le focus, il est vraiment sur les étapes. Il est sur la chaîne des étapes opératoires dans le bloc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de savoir que c'est monsieur X ou monsieur Y. Il n'y a même pas besoin d'avoir cette information. Ce qu'on a envie de savoir, c'est que l'étape 1 va bientôt se terminer. La salle va être libre dans 40 minutes. Appelons le prochain patient. Donc là, on communique avec des API et des logiciels existants dans l'hôpital, qui sont les logiciels de programmation et de planification du bloc. Mais au sein même de la salle d'opération, on n'a pas besoin ni de savoir qui est le chirurgien, ni de savoir qui est l'infirmier, ni de savoir qui est le patient. De toutes les manières, toutes les informations qui vont être, on va dire, générées de n'importe quel logiciel au sein du bloc opératoire vont devoir converger vers le dossier du patient, de toutes les manières. Donc, que ce soit cette application, que ce soit une autre application de radio ou autre, il va falloir que ça converge avec le logiciel du dossier patient. Ça, c'est normal. Mais nous, notre logiciel ne matche pas, on va dire, les images avec l'identité du patient.